On va attendre quelques minutes. Merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, de le faire. On démarrera techniquement à 18h05 pour laisser le temps au maximum de personnes de nous rejoindre aujourd'hui, puisqu'on attend plus d'une centaine de personnes un petit peu réparties partout en Europe, notamment principalement en France et en Suisse. Et pour ne pas frustrer les personnes qui vont nous rejoindre, on prendra la parole effectivement et je présenterai tout le monde à partir de 18h05. Mais comme vous le voyez, les 5 panélistes et moi-même sont déjà parmi nous, donc je m'en réjouis et je les remercie. Je les remercierai plusieurs fois, mais je les remercie auparavant et par avance d'être avec nous. Là, on est déjà 46 personnes qui nous écoutent. Donc, dès qu'on aura passé 18h05, on aura les 3/4 des personnes et là, on pourra commencer à la présentation des différents intervenants. Et en tout cas, on se rend compte en préambule que ces formats webinars fonctionnent bien, que ce soit dans vos entreprises respectives ou de par le monde. Et c'est quand même ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a Richard à droite, là, qui est l'un des patrons Europe de Willis Towers Watson qui nous parle depuis Londres. On a Jean-Yves Heyer qui nous parle depuis la conurbation de Reims. On a Benoît, Vincent et Alexandre qui sont à Genève et je suis moi-même à Bordeaux. Donc, je n'irai pas paraphraser les hommes politiques pour dire que c'est un temps d'unité, mais c'est vrai quand même que les technologies qui sont le sous-jacent de tout ce qu'on vit aujourd'hui nous permettent quand même, Andy Warhol avait parlé des 15 minutes de gloire, mais là, on a vu que le monde se rétrécissait. Mais là, maintenant, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est tous sur un seul point, puisque d'un seul point dans le monde, d'où qu'il soit, on peut maintenant émettre un message qui soit diffusé vers tout le monde. Et ce n'est pas Alexandre, l'un des grands patrons de Swisscom pour la Suisse romande, qui va nous invalider dans cette acception-là. Donc, on attend encore 2 minutes. On a plus de 53 participants maintenant. Comme je le disais, pour ceux qui nous rejoignent, on attend plus de 100 personnes. Et globalement, nous avons des personnes qui sont essentiellement des patrons de multinationales sur le plan Europe, des patrons de business unit de grandes entreprises nationales, qu'elles soient suisses ou françaises ou européennes, des patrons d'entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI françaises qui sont parmi nous, avec également des cadres d'entreprise et à peu près une quinzaine d'entrepreneurs individuels qui nous rejoignent. Donc, on a un panel très divers, mais que je qualifierais quand même d'assez éclairé sur le plan économique. Donc voilà, donc on va pouvoir lancer aussi le sondage pour que vous puissiez répondre. Donc le sondage, vous le verrez s'afficher, en bas de votre écran pour tout le monde. Ça nous permettra de le commenter aussi en fin de webinaire. Donc il est 18h04, on va attendre encore 1 minute. On a plus de 60 personnes maintenant qui nous ont rejoints. L'idée, c'est qu'on se donne 1 heure. Bon, pour ceux qui pourront rester un petit peu, on ne va pas couper le faisceau au bout de 60 minutes parce qu'on a quand même 6 personnes et 5 à part moi à faire parler et les échanges peuvent évidemment se prolonger. Je rappelle à toutes et à tous, voilà, il est 18h05, donc on va démarrer maintenant. Je rappelle à toutes et à tous que ce flux est enregistré et donc vous pourrez retrouver une vidéo de tout ce qui se dit aujourd'hui. Et en préambule, je remercie les 5 personnes d'entreprises prestigieuses qui ont accepté de témoigner et de faire cette table ronde Regard Insider avec moi. Je tenais à préciser qu'ils le font bien sûr au titre de leurs entreprises, mais comme certaines sont cotées ou semi-publiques ou nécessitant des devoirs de réserve ou de compliance, les propos qui vont être tenus n'engagent qu'eux et en aucun cas les responsabilités de leurs entreprises respectives. C'est important de le dire parce que ça nous permettra un dialogue plus décontracté finalement et plus humain, le but étant avant tout de parler du lien qui nous unit tous aujourd'hui. Donc je vais très rapidement présenter les cinq panélistes.
dans un ordre d'affichage sur mon écran. Donc, en commençant par ma gauche, on a Alexandre Kudremorou. Alexandre, si vous pouvez juste faire un petit coucou, comme ça les gens vous voient. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, qui nous écrit et nous parle depuis la Suisse romande sur les coteaux de Lausanne et qui est le patron pour la Suisse occidentale de toutes les ventes de Swisscom, qui est le leader national en Suisse de tous les télécoms et qui est, il se qualifie parfois comme ça et je trouve l'image assez juste, il est le plus gros vendeur B2B, pas lui mais ses équipes de Suisse romande puisqu'il a un budget de plus de 500 millions à gérer. Et lui, ce qui est important, c'est pour ça que je commence par lui, c'est que sans lui, pas l'individu, mais sans les télécoms et le cloud, évidemment, on ne pourrait pas dialoguer aujourd'hui. Et ça m'intéresse de savoir comment ceux qui font les télécoms et leur transformation aujourd'hui, sachant aussi que Swisscom travaille aussi, bien sûr, dans la sécurité informatique avec des divisions de cette nature-là, réagit face à cette transformation digitale. Deuxième panéliste, Benoît Dubo, il s'en excuse parce qu'il a plus l'air d'un rappeur. Donc, on voit d'ailleurs la transformation digitale, c'est notre Eminem Bonjour à donc, tous. privé et qui est l'un des grands patrons de la stratégie, des processus et du développement commercial pour une très belle banque qui s'appelle Lombard Odier, qui est basée historiquement à Genève depuis 1796. Donc, c'est une vieille dame qui a traversé, je me suis trompé dans la présentation, j'avais dit 30 crises, mais Lombard Odier a traversé 40 crises, et tu m'as même dit 41, puisque vous vous sentez d'attaque pour traverser le coronavirus. Donc ça va être passionnant parce que il a fallu que tu transformes avec vos équipes informatiques la banque en quelques semaines pour notamment pouvoir vous connecter avec vos clients. Donc ça, ce sont des enjeux extraordinaires en termes de compliance et de sécurité. Et bien sûr, tu nous donneras ton point de vue sur comment tu penses la transformation de ces métiers qui paraissent sclérosés pour certains. Et moi qui les connais bien de l'intérieur, c'est passionnant au contraire de voir à quelle vitesse ces métiers sont en train de se transformer. Jean-Yves Heyer est le directeur général d'Invest in Reims depuis pratiquement l'année 2000, donc ça fait une petite vingtaine d'années maintenant, et c'est un organisme qui est responsable de faire venir dans la conurbation de Reims des entreprises, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, et à ce titre, il a installé plusieurs centaines d'entreprises dans la région de Reims, et plusieurs milliers de postes ont été créés par ce biais. Et ce qui est passionnant dans le cadre de Jean-Yves, c'est qu'il va nous parler, bien sûr, en tant que représentant aussi indirectement d'une région et donc des pouvoirs publics. Donc, c'est un éclairage qui m'intéressait, d'autant qu'en plus, son activité a pivoté depuis quelques semaines et Jean-Yves a pris sur lui, évidemment, pour faire en sorte de connecter les entreprises entre elles pour qu'elles aident sur les sujets du coronavirus, puisque pour ceux qui connaissent mal la carte de France, Reims se trouve en plein épicentre de la zone sud-est, enfin nord-est, la plus touchée par le coronavirus. Et donc là, il y a une action sociétale sous-jacente qui est menée. Vincent Yaghi est le directeur de toute la branche stratégie digitale d'un groupe franco-suisse qui s'appelle Actua.prod, qui s'occupe de couvrir des événements comme le Grand Salon de Bâle, mais plus proche de nous temporellement, le salon notamment de l'automobile. Et il va nous expliquer comment en 72 heures, ce n'est pas 24 heures chrono, mais pas loin, il a dû transformer le salon de l'automobile de Genève en salon totalement virtuel. Et ça, ce n'est pas une mince affaire pour un homme d'image. Et Vincent est un journaliste lui-même de formation, il est franco-suisse, il a travaillé sur M6 et il a contribué à créer l'OL-TV de l'Olympique lyonnais. Et dernier panéliste, Richard, qui nous parle depuis Londres, qui est l'un des patrons du développement pour l'Europe de Willis Towers Watson, qui est en ce moment en train d'être racheté par E.ON pour former le plus grand groupe mondial de courtage en assurance, mais qui a aussi une branche dans les HR et la gestion des hommes. Donc là aussi, on parle du futur de la manière dont les rapports de travail entre les hommes vont se générer et la méga fusion qui est en cours et qui devrait prendre vie dans le courant 2021 donnera naissance à un groupe de près de 100 000 personnes et de 20 milliards de chiffre d'affaires. Et puis, moi-même,
Jean-Charles Métias. Plus modestement, je représente le flambeau des startups et des entreprises digitales qui donnent du service de lien aux entreprises et qui, du coup, doit faire face aussi à une digitalisation de l'économie aujourd'hui. Donc, pour reprendre l'ordre d'intervention, commençons par exemple par vous, Alexandre. Comment est-ce que vous traversez à titre privé la crise du Covid et comment est-ce que Swisscom s'est organisé aujourd'hui pour le faire? Alors effectivement, comme vous tous, comme nous tous, on peut dire que le choc a été planétaire. On est aussi tous, j'imagine, surpris qu'on n'est finalement pas venu vivre grand-chose alors qu'on a déjà eu ces soucis en Chine au mois de décembre. On regardait ça un peu de loin, on se disait, voilà, ça va rester en Chine, comme il y a eu d'autres virus à d'autres époques. Et finalement, c'est vrai que où ça a été assez violent, c'est que on avait des séances encore à mi-mars, voilà, autour du 9-10 mars, dans les bureaux de Swisscom, des programmes de leadership qui s'appelaient Playing to Win. On était tous assez satisfaits d'être encore au bureau, un groupe de 10-15 personnes. On se disait quand même, il faudra qu'on puisse jouer pour gagner. Donc voilà, on était un peu inquiets, mais tous au bureau. Et effectivement, vendredi 13, dernier jour au bureau, et le week-end, on va dire, tout a basculé puisque depuis le 16 mars, on est pratiquement tous à la maison. Donc le choc a été, je dirais, fort pour Swisscom, peut-être moins fort que pour d'autres sociétés, parce qu'on avait effectivement une culture forcément assez digitale, avec déjà le home office qui était toujours assez mis en avant, même promu. Mais voilà, ce qui a changé, c'est que les 50% du temps qu'on passait peut-être en réunion online sont devenus 100%. Donc, on a tous dû gérer le fait que tout à coup, on était 8, 9 heures, voire 10 heures devant un écran Teams, WebEx à la maison, avec les enfants qui étaient là. Donc, effectivement, pas mal d'accompagnement des collaborateurs dans un premier temps, rassurer les gens, mais finalement, la charge de travail est restée assez importante. Et c'est vrai que nos premières missions ont été de soutenir les hôpitaux, de soutenir aussi en fait les banques, puisque le fait qu'on est plutôt une société de type plateforme, on a des liens Internet, on a des accès VPN, on a effectivement massivement renforcé les capacités de nos clients prioritaires, qui étaient effectivement les hôpitaux, avec des très très gros upgrades de bandes passantes. Et là, on a plutôt été challengé à travailler en mode agile plutôt qu'en mode leadership, on va dire. On a dû prouver à nos clients qu'on était plutôt agile et local. Et je crois qu'on l'a plutôt assez bien fait, qu'on a eu des assez bons retours de nos clients. Ce côté aussi suisse, on va dire, société de la Confédération, ça nous a permis aussi de mettre vraiment en avant le besoin d'urgence, le besoin du client. On n'a absolument pas fait de campagne marketing opportuniste. On a volontairement, pas du tout, on va dire, posté sur les réseaux sociaux tout type de promotion. On a vraiment avant tout aidé nos clients. Et on va dire, un mois après, je pense comme tout le monde, on se réjouit qu'on entend qu'on va un peu réouvrir tout ceci à partir du début mai. C'est vrai que le home office, 9-10 heures par jour, c'est aussi un peu compliqué. Les gens sont des fois aussi un petit peu au bureau en mode hybride. C'est pas interdit d'y aller, mais on va dire on ne conseille pas d'y aller pour rien. Voilà, mais on sent que on a appris à travailler différemment. Je pense qu'on va forcément garder certains réflexes. Je suis sûr que l'hybride va devenir aussi un peu une nouvelle donne. Voilà, je vais laisser la parole à mes autres collègues. Et globalement, un choc assez bien géré parce qu'on était assez prêts et plutôt, on va dire, un soutien à l'économie avant tout de Swisscom. Benoît, je te passe la parole puisqu'on parlait d'augmentation de bandes passantes pour les banques. Donc, voilà. Quid dans les banques? Je peux confirmer. D'ailleurs, je remercie Swisscom. On les remercie tous les jours parce que merci, on a sauté en bain parce qu'on n'a pas une culture nous qui est très très office de ce point de vue habitué à voilà, être à la banque pour recevoir les clients, traiter, passer des ordres de bourse, etc. On est théoriquement capable de le faire, mais avoir plus de 200 personnes en même temps à la maison, jamais arrivé. Donc en fait, pareil que vous, quelques dizaines à quelques milliers de personnes rapidement voilà. en travail en office, qui est quand même un saut quantique.
Ouais, exactement. Et donc le système a tenu, et puis le système bancaire aussi, c'était pas évident parce qu'on fait attention pour les questions de confidentialité. Les gens travaillaient pas trop de la maison quand ils avaient accès à des données bancaires. Donc là, on a tout de suite consolidé la chose pour pouvoir le faire au niveau sécurité informatique. Et puis on a autorisé ces gens-là à faire ce qu'ils faisaient normalement à la banque, mais depuis chez eux. Et on a là aussi tout ce qui est qui sont aussi sur notre système, aussi providers de solutions pour nos banques. Et donc 10 autres banques qui ont pu se connecter sur le même système bancaire et tout a tenu parfaitement. Et donc c'est presque une surprise pour tout le monde parce qu'on sait que quand on fait de l'informatique, le test de grandeur nature, il est en général pas concluant du premier coup. Et voilà, nous on a cumulé aussi avec le problème des marchés. Vous avez tous vu que, en fait, on a eu à partir on va dire fin février, une chute des marchés qui était même plus sévère que celle qu'on a vue en 2008 ou qu'on a vu après la chute de la bulle Internet 2000, hein, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle les marchés ont chuté a été plus importante. Donc ça occasionne énormément d'appels de clients, de gens qui paniquaient, veulent tout vendre. Au contraire, il y a ceux qui veulent tout acheter parce que c'est le moment. Donc les banquiers étaient en plus très, 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 très sollicités avec beaucoup d'ordres de bourse à passer. Et c'était une très bonne nouvelle. À part ça, sur l'aspect qui va plus le travail à la maison, personnel, c'est une expérience inédite. Et moi, je retiens un point positif, c'est passer du temps avec ses enfants et sa famille, hein, faire 3 repas par jour. Autant, c'est quand même pas si, enfin, c'est jamais arrivé, tout simplement. Ça veut aussi dire faire la vaisselle. Mais je suis très ravi de faire ça. Néanmoins, il faut savoir gérer le fait qu'on a un calendrier un peu différent parce que les enfants peuvent demander des choses et qu'il y a une habitude à prendre chez les collègues. Il y en a qui n'ont plus d'enfants à la maison ou qui n'en ont pas encore et qui, ceux-là, n'avaient pas pris au départ l'habitude de dire je ne peux pas avoir les quand je veux où je veux parce que parfois ils sont en train d'apprendre les tables de multiplication avec leurs enfants. Donc ça, j'ai trouvé que l'habitude se prenait. Hein. Il y avait je crois que c'est les chercheurs plutôt en psychologie qui disent qu'il faut 2 mois à l'être humain pour prendre une habitude. J'avais l'habitude de travailler aussi avec des gens à Paris. Là, je suis en Suisse, moi, mais je travaille aussi beaucoup avec des gens à Paris. Les réunions, en général, sont difficiles à tenir hein, parce qu'on a des banquiers qui s'expriment, qui se coupent la parole, on a du mal à tenir des ordres du jour. Là, je trouvais qu'il y a une discipline qui s'est mise en place. Donc, on avait au début un peu les mêmes défauts, et puis peu à peu, les gens ont appris à ne pas se couper la parole et à écouter. Et finalement, je trouve qu'on est maintenant plus efficace dans nos réunions qu'on fait en visio que ce que c'était avant. Hein. Et là, je parle pour la France, parce que pour la Suisse, aucun problème. Hein. Les Suisses attendent bien sagement que ce soit leur tour de parler, donc là, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci. Ça passe la parole, allons-y, à Jean-Yves. Vous, de votre côté, quid, justement, parce que vous êtes dans l'épicentre. C'est vrai que la Suisse a des règles de confinement un peu plus laxes quand même que la France. Beaucoup de gens quand même au bord du lac. C'est ce qui est intéressant sur le plan politique et sociologique. Par contre, vous, Jean-Yves, situation fort différente, au centre du maelstrom, mais avec une responsabilité quand même personnelle, sociétale, plus transverse, je dirais. Alors, oui, alors déjà en termes de fonctionnement, nous on est une petite agence, donc nous sommes 6 personnes et donc on a pu en une journée, donc dès le 17 mars, transférer toute l'équipe en télétravail. Donc ça a bien fonctionné. J'ai fait pas plus tard que ce matin une réunion Teams avec l'équipe parce que c'est vrai que c'est important de garder du lien entre l'équipe. Donc ça marche, ça fonctionne bien et de toute façon, notre activité le permet. On a juste externalisé le standard et donc ça fonctionne. Et je travaille, là, ce matin, j'ai passé un ordre pour acquérir des masques parce que donc on sait maintenant en France, l'activité potentiellement pourrait redémarrer à partir du 11 mai. Et donc, on se prépare et en commandant aujourd'hui, là, c'est environ 1500 masques. On pourrait les avoir d'ici à la fin mai. Puisque, en effet, si on veut repartir, il faut avoir des conditions pour pouvoir le faire, c'est-à-dire avoir des masques et des tests. Et ça, c'est vrai qu'à côté de notre activité qui est de favoriser l'implantation d'entreprises, on a mis en place tout un dispositif
on a mobilisé des ambassadeurs Invest in Reims pour faire en sorte de, créer un groupement d'achat pour pouvoir identifier le besoin des 14 établissements autour de Reims, hospitaliers, et puis ensuite les mobiliser, là, notamment à l'international. En Chine, il y a 1 millier de sites qui sont en capacité de produire des masques. Et vous savez combien il y en a qui sont réellement bons et qui ont le bon certificat sur les 1000? 50? Eh bien, moins. Il y en a une vingtaine. Et donc, il faut pouvoir trouver cette vingtaine de sites qui ont déjà travaillé avec des hôpitaux en Europe. Et donc, ça, c'est toute la grande difficulté. Et puis, une fois que vous l'avez trouvé, vous avez malheureusement une demande qui est supérieure à l'offre. Et donc, on s'est déjà fait prendre sur le tarmac 2 millions de masques. Et les Américains viennent et ils sont prêts à payer 3 fois le prix pour récupérer ça. Donc, il y a une vraie foire d'empoigne. Trouver les bonnes filières et puis mettre le bon prix. Actuellement, un FFP1, c'est 1,80 € et un FFP2, c'est 3,50 €. Mais ça monte très vite. Donc, on a créé également des filières locales où on a identifié la capacité de pouvoir transformer des sacs poubelles plastiques en blouses UU à usage unique. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation mais qui est inimaginable. Comment peut-on arriver à une situation où on est obligé de transformer des sacs poubelles plastiques pour aider dans des hôpitaux? Ben, oui, on en est là. Donc là, on travaille notamment avec le groupe Sphère qui nous fournit plus de 175 000 surblouses. Mais on a également réussi à mobiliser, alors quelqu'un qui nous a fait un patron qui a été validé par le CHU, avec un ESAT, puis 2, puis 3, pour pouvoir, avec au départ un fer à repasser, puis après avec des machines à thermo-soudure, pour pouvoir fabriquer en interne. Là, on a un ESAT qui produit 80 000 masques par semaine. Donc, bref, il y a tout un écosystème local. Et ce qu'on a fait à Reims, vous l'avez dans d'autres régions qui ont été faites. Alors, il se trouve en effet qu'on est dans une région particulièrement touchée par le coronavirus. Vous avez également le groupe Vinci qui finance des structures. Et puis, on valorise toutes les sociétés qui ont répondu à notre appel pour donner gracieusement des masques, des blouses, etc. aux hôpitaux. Donc, on ne diffuse plus, comme ça a été dit, on ne fait plus de campagne de communication. On est vraiment là plutôt pour valoriser, sensibiliser l'ensemble des acteurs et répondre à l'urgence. L'urgence, c'est de pouvoir, en effet, se soigner avant de parler de redémarrage. Parce que vous l'avez compris, redémarrer, ça va nécessiter des dispositifs importants de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas reprendre le travail si des conditions de sécurité ne sont pas données. Masques, notamment. On met en place là tous des dispositifs situationnels, pas être 2 dans un ascenseur, etc. Donc, il y a à mettre en place ces dispositifs. Donc, voilà un peu là l'urgence. Peut-être parler donc sur le secteur de l'activité en France tel qu'on le voit. Il y a un bon baromètre qui est l'intérim. L'intérim, c'est véritablement un secteur qui nous permet de dire où est-ce qu'on en est par rapport à une crise. Et là, en l'espace de 3 jours, entre le 16 mars et le 18 mars, l'économie s'est effondrée. Moins 75% du secteur de l'intérim de son chiffre d'affaires. Donc maintenant, l'intérim en France fonctionne sur 25%. C'est 500 000 personnes qui se sont retrouvées au chômage. Chômage là direct, alors qui a été repris par du chômage partiel, heureusement, mais c'est vrai, un vrai choc. Là, la CNUSED de notre secteur parle de 30 à 40% d'implantation en moins en prévision dans le monde. Donc c'est vraiment là un très gros choc. Donc, dans tous les secteurs d'activité, ce que l'on constate, c'est qu'on est vraiment dans de la fidélisation plutôt que de la conquête. C'est-à-dire qu'il serait complètement indécent d'aller prospecter des clients. On est vraiment là à, je dirais, prendre le pouls, les sonder un peu sur leur activité
et sur leurs projets. Est-ce que les projets sont toujours d'actualité ou pas? Alors nous, on a cette chance, mais vous avez dû peut-être dans vos différents secteurs d'activité le constater, c'est qu'il y avait une très bonne année 2019, et donc avec un élan, et on a bénéficié de ça sur les 3 premiers mois 2020. Et là, sur les 45 derniers jours, on a encore implanté 7 sociétés. Donc pas plus tard que hier, on a encore implanté une société dans le domaine de la banque, et qui a démarré hier avec 10 personnes en télétravail. Donc ça faisait plus d'1 an qu'on allait travailler, mais ils ont décidé de démarrer en télétravail. Ils seront une centaine à terme, mais chacun chez soi, en ayant fixé leur projet à Reims. Et il y a quelque chose, là, sur les 7 dernières implantations qu'on vient de faire sur les 45 derniers jours, il y en a 4 qui travaillent dans la lutte. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en économie de guerre? Mais la banque, c'est de la lutte contre la criminalité financière. On a fait également une société dans la lutte contre l'AVC. Et donc, c'est un centre de recherche. On a fait également une société dans la lutte contre les germes. Et donc, là, c'est dans le domaine agroalimentaire. Ils ont un système germicide qui permet d'augmenter la DLC. On a fait également une société, le service numérique, de lutte contre les cyberattaques. Je ne sais pas, c'est comme un fait exprès, mais on a beaucoup de sociétés qui sont vraiment tournées vers ce système de lutte. Alors, 3 typologies, et après j'en finirai là-dessus dans un premier temps, de projets. On a des projets qui sont en décélération. Très clairement, c'est plutôt l'industrie, et l'industrie lourde. Là, on avait un projet Brexit dans le domaine du luxe qui quittait l'Angleterre pour venir s'installer à Reims et pour toucher le marché parisien. Il a reporté d'1 an. Et on a quelques dossiers comme cela où on a un report. Pas d'annulation, aucune annulation, mais là, environ 10% de décélération, donc report d'1 an. On a 60% au niveau de projets qui sont plutôt en stabilité, beaucoup dans les activités tertiaires. Et dans le tertiaire, ce qu'on ne sait pas encore bien mesurer, c'est l'impact du télétravail. En France, le télétravail, c'était environ 14%. On pense qu'on devrait doubler, qu'on devrait passer à 30%. Et donc, qui dit télétravail dit moins de place dans des bureaux. Et donc, réduction normalement des surfaces de bureaux occupés. Et puis, dernière typologie de projets, les projets en phase d'accélération, où là, très clairement, dans le domaine de la logistique, on a, et dans le domaine du e-commerce, des demandes très fortes, avec des sociétés qui nous disent, nous, il faut absolument que l'on se fixe à Reims maintenant. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il nous faudra 18 mois pour être opérationnel. Or, dans 18 mois, l'activité sera déjà bien repartie, donc les décisions se prennent maintenant et on va avoir les bonnes places. Et donc, on accélère des dossiers qu'on avait déjà initiés depuis quelque temps. On a également des promoteurs immobiliers. On voit que la pierre était vraiment une valeur refuge. Et donc, des promoteurs immobiliers qui veulent lancer de la construction. Toujours là aussi pour des délais entre 12 et 18 mois. On a également, dans le domaine bien sûr de l'agroalimentaire, je vous en ai parlé, mais surtout dans le domaine de la santé. Et là, actuellement, on travaille sur 3 projets d'implantation de production de masques, puisqu'on s'est rendu compte de la trop forte dépendance par rapport notamment à l'Asie. Et donc, la volonté pour certains groupes, notamment chinois, de venir s'implanter en France et pour offrir une proximité qui est vraiment prégnante. Dernier secteur, c'est la croissance externe. Il y a des sociétés, on annonce environ 25% de faillites à l'instant. Donc, c'est des gens qui ont des moyens et qui vont attendre et qui vont racheter des sociétés et pour pouvoir là aussi repartir. Donc, voilà un peu la répartition des typologies de projets que nous traitons actuellement. Merci pour ce témoignage précis. On reviendra sur le côté humain parce que j'y tiens beaucoup dans notre échange aujourd'hui. Mais là, on pose un peu les bases pour que tous nos auditeurs comprennent bien qui fait quoi et qui s'engage comment. Richard, vous, depuis Londres, qui est aussi un autre endroit de crise forte en termes sanitaires,
Quid de votre secteur d'activité qui est quand même là sur le courtage en assurance et les assureurs, un autre des pivots avec les banques qui vont permettre la reprise, et quels sont les indicateurs qui sont les vôtres et avant tout, vous, par rapport aux équipes que vous gérez, parce que vous êtes sur un poste IMIA et transverse, où en êtes-vous là-dessus? Il y aura une question de Zara pour Jean-Yves. Je vous laisse regarder, Jean-Yves, la question de Zara sur les masques notamment, et vous pourrez y répondre après. Donc, Richard, à Londres, à moins que vous ayez un éclairage très fort, il semble faire beau, ce qui est une incongruité, mais à part ça, tout va bien. Il fait effectivement assez beau. Merci Jean-Charles. Ouais, la première chose qui était intéressante dans cette crise, ça a été un wake-up call qu'on a eu en mi-février, quand le patron du UK est revenu d'un voyage au Japon et où on lui a demandé de rester pendant 14 jours en confinement. Ce qui a surpris tout le monde d'un seul coup a réalisé « Ah, ça peut nous arriver aussi ». Et je pense qu'on était encore dans cette étape où on n'y croyait pas trop. L'Italie commençait à être sérieusement touchée, mais bon, on pensait que ça allait être isolé. Donc, à partir de là, un focus majeur a été d'identifier au sein de l'entreprise qui pouvait être infecté. Dès qu'une réunion se produisait où une personne était infectée, c'était de traquer qui étaient les personnes dans la réunion, d'informer les personnes, de protéger les personnes, de savoir comment est-ce qu'on pouvait les aider aussi à s'installer, et puis de très rapidement de réfléchir à cette approche de travail à domicile qui, bien évidemment, comme tout le monde, s'est fait de manière accélérée. Alors, c'était une chose, ça fait plusieurs années qu'on encourage le travail à domicile, mais c'est autre chose que de passer l'ensemble d'une entreprise, et surtout que Londres est l'épicentre dans le monde de l'assurance, on a énormément d'employés à Londres, de passer d'un seul coup au télétravail où on a phasé ça par plusieurs étapes avec des équipes A, des équipes B, mais très vite où il a fallu effectivement équiper, faire en sorte que tout le monde était équipé pour assurer la continuité du business. Avec toutes les problématiques, comme je le disais, d'équipement, mais d'infrastructure IT, pour s'assurer effectivement que dans un métier où quand vous contractez une assurance, il faut qu'elle soit effective à telle date, à telle heure, à telle minute. Il faut que les systèmes, et dans un contexte de régulation extrêmement strict et qui s'est on va dire, raffermi, comme tout le monde le sait dans ces dernières années, avec une exigence très, très claire, donc faciliter tout ça. Je pense qu'on a tous été agréablement surpris d'abord par l'adoption des gens, la réactivité des gens à se mettre à un nouveau diapason. Même pour ceux qui effectivement n'étaient pas forcément, parce qu'on n'est pas forcément dans l'industrie de l'assurance, est certainement une des industries qui est venue au digital le plus tard que les autres. Donc on a eu on a certainement on n'a pas été les plus avant-gardistes sur cette transformation, et je pense que ça va certainement, c'est absolument clair, servir l'industrie, accélérer la transformation et nous permettre d'avancer justement sur plus d'efficacité et comme on le disait, avec une adoption de nouvelles manières de travailler qui vont certainement nous aider. Sur le point essentiel, c'était d'aider nos clients parce que, comme vous le disiez, Jean-Charles, l'assurance est une industrie qui est dans l'œil du cyclone. Comment nous aidons nos clients, sachant qu'évidemment, si on considère que les pertes pour l'économie mondiale sont d'à peu près 3% du GDP, ce que va couvrir l'assurance va être minime. Et je pense que ça, c'est effectivement parfois difficile, un message difficile, mais sachant qu'il y a différentes lignes d'assurance qui sont très impactées. Celle qui est très impactée est bien évidemment ce qu'on appelle la perte d'exploitation,
mais qui, dû à une décision gouvernementale de fermer des entreprises, n'est pas, et puis il y a beaucoup de ces polices qui ne sont pas nécessairement, où la pandémie, par exemple, n'est pas couverte dans quelque sorte. Donc, s'il y a un certain nombre de polices, donc il a fallu effectivement répondre aux attentes des clients pour voir comment est-ce qu'on les aide dans ces positions difficiles, à évaluer leurs pertes également. Et puis, aussi les aider, c'est non seulement sur les polices actuelles, mais aussi sur les risques émergents. Un risque qui d'un seul coup est devenu un risque beaucoup plus important, et le risque cyber, bien évidemment. On parlait de Jean-Yves parlait d'une entreprise qui s'est installée pour le hacking, enfin pour le soutien en termes de hacking ou hacking prevention. Cyber est un risque qui, on le voit tous les jours. On estime l'exposition cyber augmente de 3 à 4 fois pour les entreprises avec cette crise, du fait du travail à domicile, puisque les infrastructures IT ne sont pas aussi bien protégées que quand elles sont, bien évidemment, quand on fait des transactions sur un système entreprise. Donc, ces risques émergents qui sont véritablement les risques des responsabilités des mandataires, etc., qui est une autre. Et effectivement, les conseils d'administration sont extrêmement préoccupés par leurs propres responsabilités, que ce soit au niveau liability, RC ou responsabilité civile, bien évidemment, ou employé, etc. Donc, c'était répondre à toutes ces questions. Et puis, et dans ce sens-là, bon, on sait notre industrie. Il y a aussi la dimension employée. On est très impliqué sur la gestion du capital humain. Et un de nos premiers focus a été d'aider les entreprises à conseiller leurs employés sur comment travailler de la maison, comment adopter. On a tous eu ce temps d'adaptation. Que fais-je? J'ai une famille, j'ai des enfants. Il y a beaucoup d'employés qui font ce qu'on appelle du homeschooling, donc qui s'occupent du travail des enfants à la maison. Comment est-ce qu'on aide les employés? Et c'est quelque chose on a fait beaucoup de webinaires là-dessus, à prendre ce nouveau pas, ce nouveau pli de travailler de la maison, avec aussi les conseils pour on va dire, un travail de la maison plus healthy, on va dire, et de prendre une nouvelle dynamique. Donc, parallèlement, en termes d'engagement client prospect, ce qu'on voit, c'est que clairement, le travail et les pipelines sont beaucoup plus en développement sur le client pour les aider immédiatement sur les problématiques qu'ils ont. Les entreprises ont des problématiques de cash flow colossales, et c'est là que nous les aidons avec un certain nombre de solutions qu'on a. Et je pense que c'est là où la force de notre métier, c'est qu'on a un nombre de solutions qui sont extrêmement larges. Et ces solutions peuvent être plus ou moins mises en avant en fonction des situations des entreprises. Donc, ça a été notre rôle d'identifier justement quelles sont ces solutions qui aident aujourd'hui les entreprises, qui n'étaient pas forcément celles d'hier, et qui vont effectivement, et je prendrai un exemple, par exemple, les provisions que prennent les entreprises pour sur leur balance sheet, en termes justement de responsabilité civile. Comment est-ce qu'on peut libérer éventuellement du cash pour les entreprises en réestimant ces provisions en fonction de la nouvelle réalité économique qu'ils ont? Parce que ça peut libérer du cash immédiatement et aider les entreprises dans une situation. Je parlais hier avec une société de retail qui, effectivement, va certainement perdre 20 à 25% de son chiffre d'affaires cette année. Donc, comment est-ce qu'on adresse ces solutions d'une manière très rapide pour travailler? Sur les prospects, je pense qu'on a continué à travailler le pipeline qu'on avait, donc ça a bien continué. Ce qui est intéressant, c'est plus, dans notre métier, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a la crise actuelle. Il y a aussi, depuis 18 mois, ce qu'on appelle un durcissement des marchés de l'assurance
une réduction des capacités, une exigence des régulateurs d'augmenter les contributions en capital sur les lignes d'assurance, ce qui fait que les disponibilités d'assurance sont moindres et les prix sont plus élevés. On a vu des polices dommages en France, par exemple, augmenter de 150% au début d'année. 150%, c'est énorme. Donc, les entreprises, les directeurs financiers, les directeurs du risque cherchent des nouvelles solutions. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on, nous qui étions une industrie peut-être un peu moins sophistiquée que d'autres, on est en train de se réinventer extrêmement rapidement pour aller diffuser l'expertise que nous avons sur des canaux bien évidemment digitaux, etc., pour créer un pull effect. Et non pas dans une approche, on va dire, de vente, parce que comme Jean-Yves l'a dit, l'objectif n'est pas aller de vendre de manière agressive, certainement pas. C'est plutôt de mettre à disposition et de faire connaître des solutions qui peuvent aider les entreprises aujourd'hui pour créer une plus grande diffusion des solutions et du portefeuille. Et comme toutes les entreprises ce qui se passe est absolument unprecedented. Les solutions de l'assurance, il y en a plein de nouvelles qui existent, cherchent des nouvelles solutions. Les clients sont d'autant plus preneurs de recevoir des invitations à des webinars sur des solutions nouvelles qui peuvent les aider aujourd'hui. Donc, c'est vraiment sur ces canaux qu'on travaille beaucoup. Et donc voilà un peu et c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est intéressant je pense que clairement, on le vit tous de cette manière-là. On est en train de prendre des nouvelles habitudes qui, on pense, va certainement avoir un impact. Je pense que ça nous focalise beaucoup plus sur être sûr de se focaliser sur des tâches de valeur qui parfois, dans les bureaux, parfois sont moins… il y a moins de focus, moins d'efficacité sur certaines choses. Et puis une plus grande discipline. Et c'est vrai que si parfois on avait l'habitude de discuter avec certains bureaux qui étaient un peu moins rigoureux, aujourd'hui il y a un respect de l'engagement en communication digitale qui fait partie du quotidien et qui se passe plutôt bien, avec un très bon engagement interne et client. Et avec des journées, je pense que tout le monde au début se disait on va avoir un peu plus de temps, mais je crois que ce n'est pas du tout le cas. Les agendas sont tout aussi, voire plus remplis qu'avant. Oui, on n'est pas encore à la retraite, c'est les retraités qui disent souvent ça. Ils disent j'ai plus à faire que quand je travaillais, mais on voit ces bascules et moi, je suis très surpris parce que quand je dialogue avec des sociétés comme la vôtre dans le courtage en assurance ou comme celle de Benoît dans la banque, effectivement, vous partagez le fait que vous avez été plus lent, pas forcément votre société, mais le secteur d'activité dans lequel vous êtes, à vous transformer numériquement. Et par contre, moi, ce qui m'impressionne, c'est la courbe d'apprentissage qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des mastodontes comme les vôtres se mettent en branle, c'est impressionnant en logistique, au sens de la capacité à se transformer de l'intérieur. Et là, l'adjuvant du Covid, c'est délicat de le formuler comme ça, mais en tout cas, va stimuler l'innovation, c'est une certitude. Et je pense que c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un grand sujet sur lequel on travaille beaucoup et sur lequel on est leader, qui est le climat. Et en fait, pour faire simple, les trois grands risques du climat auxquels on fait face sur le climat, c'est le risque physique, le risque de transition et le risque de liability ou de RC. Et en fait, est-ce que vous avez le risque de transition? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, le risque de transition, c'est pour vous donner un exemple, c'est de dire peut-être qu'un jour, les compagnies aériennes, en l'occurrence, je pense que ça va certainement se produire, on va exiger d'elles qu'elles produisent moins de carbone. Peut-être que pour ça, il va falloir qu'elles refassent complètement leur plan d'activité pour dire je vais peut-être supprimer mes courts courriers et je vais me focaliser sur les longs courriers parce qu'il y a moins de consommation et par ailleurs, ça fait plus de revenus. Donc, c'est adapter le business model de l'entreprise à moins de consommation de carbone. Mais
ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et ce qu'on se disait, c'est que la transition jusqu'à maintenant et toutes les discussions qu'on avait avec les entreprises s'inscrivaient sur la gestion du risque de transition sur 5-10 ans. Ce qu'on voit avec cette crise, c'est l'opportunité, et c'est une discussion qu'on a eue aussi sur une discussion autour du groupe de Davos, c'est comment les dirigeants d'entreprise réalisent aujourd'hui que la transformation peut aller beaucoup plus vite. Et la preuve de cette crise, c'est que c'est effectivement, on a pu adapter les entreprises beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, et que ça va certainement s'appliquer à la sortie de crise sur comment est-ce qu'on va adapter nos business models. Et on l'espère aussi, par exemple dans le cas du climat, adapter nos business models sur plus. Et on pense aussi que le régulateur va être beaucoup plus exigeant sur ces transformations rapides, pour ne pas recréer la même économie qu'avant, mais créer une nouvelle économie. Et on parle beaucoup de résilience sociétale dans ce sens-là. On y reviendra. J'aimerais aussi entendre Jean-Yves aussi. Jean-Yves, je vous laisse regarder parce qu'il y a des questions pour vous sur des masques aussi de Quentin. On y reviendra. C'est des questions très opérationnelles. Mais j'aimerais aussi avoir des réponses de Benoît, de Jean-Yves et de Richard justement sur le régulateur. Et est-ce qu'il y aura un new normal? Et puis bien sûr, Alexandre aussi sur la Confédération. Mais je vais passer avant ça la parole à Vincent, l'homme de médias, parce que toi, tu as dû transformer finalement ton entreprise en 72 heures chrono. Donc, partons peut-être de cette anecdote que tu avais partagée avec moi. Alors, vous, a priori, vous êtes le digital, tout comme Alexandre, mais ce n'est pas parce que vous êtes dans le digital que vous allez être plus rapide que les autres. Donc, comment ça s'est passé pour vous sur ce choc? Et moi, d'une certaine manière, je reprends juste la parole un instant sur le plan personnel, moi je suis encore dans la sidération. D'une certaine manière, et j'écoute beaucoup de choses sur des psychiatres qui parlent de ça, pour moi, ce n'est pas encore vrai. Je ne sais pas comment le dire, ça fait maintenant 1 mois, mais pour moi, je flotte un peu comme ce film d'anticipation, la 4e dimension. En même temps, on accélère, mais sans date de fin. On sait que ça va changer, et c'est ce que j'aimerais bien vous refaire un petit tour après. C'est, est-ce que vous pensez qu'on va revenir à la même chose, ou qu'est-ce qui va changer? Ce sera la question que je vous poserai juste à tous après. Et d'abord à toi, Vincent, la parole, parce que vous, c'était 72 heures chrono, donc c'était intense. Alors nous, on a, c'est clair, l'activité traditionnelle audiovisuelle qui existe chez nous depuis 1952. Donc c'est du live, c'est d'accompagner le monde du broadcast, c'est couvrir des événements live. Et on est cette activité digitale maintenant depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, on s'attelle à faire finalement mixer ces nouveaux métiers et ces métiers traditionnels. Et finalement, en 1 mois, on a dû tout mixer d'un coup, faire travailler des IT avec des preneurs de son, avec des caméramans, échanger des process, rien qu'au niveau de l'image. Faire une image Internet et faire une image qui sera produite pour la télévision, c'est complètement différent. Donc, nous, on a quand même eu des signaux déjà depuis début mars, parce qu'on était en pré-événement pour le GIMS, donc, qui est le salon international du Salon de l'Auto de Genève, avec déjà des agences chinoises, des constructeurs qui nous disaient « Bon, est-ce que par hasard, vous auriez des forces disponibles pour nous accompagner sur notre conférence de presse parce qu'on n'est pas sûr de faire le voyage ?» Voilà, ça, c'était début mars. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, alors si les Chinois ne font pas le déplacement, derrière, les grosses entreprises ne vont pas forcément déplacer non plus leur CEO, responsable marketing et autres. Donc, essayons quand même de réfléchir à un plan B. Donc, on arrive à mi-mars, le salon d'auto est presque construit. Et évidemment, je commençais à avoir des échos de quelques constructeurs, McLaren, Bentley, pour ne pas les citer. Vincent, bon, très bien, vous nous donnez des rendez-vous là, pour venir faire des images, mais on n'est pas sûr de venir hein, parce que les gens en Australie, ils ne viennent plus en Europe. Ah, bon. On s'est dit, bon, c'est un salon international. Si le monde ne fait pas le voyage à Genève, ça va être compliqué. 1 semaine avant l'annulation de cet événement majeur, j'ai commencé un petit peu à sonder les organisateurs en leur disant on a un plan B, on n'a pas de plan B. Non, on attend la réponse de la Confédération. Bon, très bien. Donc
Donc, nous, en parallèle, on travaillait avec aussi les constructeurs avec qui on travaille aussi directement. Et on a commencé petit à petit comme ça à essayer d'imaginer une plateforme. Donc, c'est vrai qu'on a mis en 72 heures, 72 heures, une plateforme en place. Alors, on n'a pas vraiment digitalisé le salon de l'auto, mais il faut savoir que le salon de Genève, c'est hyper important pour les constructeurs. C'est le salon du printemps. C'est là où ils vont dévoiler leurs premières, leurs nouveautés. Et ils avaient déjà envoyé à 14 000 journalistes dans le monde entier un rendez-vous physique. Par exemple, pour une marque, c'était le mardi à 10h30, conférence de presse, questions-réponses, live, voilà. Et la machine était lancée. Donc, le vendredi, quand on vous annonce plus d'événements, vous avez un salon qui est construit, vous avez des conférences de presse avec des slots live qui sont prêts à être diffusés. Ma réflexion, ça a été, président, the show must go live. Comment ça? Oui, les personnes physiquement, on ne peut pas les faire venir, mais créons rapidement une plateforme et rassemblons ces 40 premières mondiales sur une plateforme aux couleurs du GIMS, sur le site du GIMS, et tout à chacun pourra suivre et poser des questions en live à distance sur les premières. Donc, du coup, après, c'est l'effet boule de neige. Hein. Vous avez un constructeur OK, 2, 3, 4, 5. Après, le bouche à oreille. Et puis, finalement, on a terminé. On a réussi sur 2 jours à rassembler à peu près tout le monde. Mais c'est difficile parce que nous, c'est une industrie où c'est l'événementiel qui nous permet de vivre. Donc, c'est le sport, c'est les événements culturels. Festival de Cannes, les Roland-Garros, donc tout s'arrête, tout s'arrête. Alors oui, on crée des plateformes digitales, oui, on relaie des informations, ça nous permet de créer du contenu, mais ce n'est pas la grandeur d'un événement. Et quand vous êtes sur un événement, vous êtes connecté avec des personnes physiques, il y a des échanges qui se font. On remarque quand même maintenant avec pas de recul, parce que pour l'instant on n'en a pas vraiment, mais le côté événement physique manque un petit peu quand même. Donc, nous, en termes d'organisation, il a fallu s'adapter. On a un plateau digital qui, eux, ont l'habitude de travailler à distance. Mais on a quand même un plateau physique, si je veux parler par exemple de la post-production, donc les gens qui font les montages. Il a fallu trouver du matériel qui puisse s'installer chez eux parce qu'évidemment, on travaille aussi à la fois sur Suisse, mais à la fois sur France, avec un pays confiné, un pays semi-confiné, avec une frontière au milieu. Donc, il a fallu adapter le matériel, il a fallu… voilà. Donc, il y a eu quand même une phase d'adaptation. Et puis, au jour d'aujourd'hui, depuis l'expérience Salon de l'Auto, je pense qu'on a été un des premiers à réagir en créant une plateforme. Donc, du coup, là, on est en train de travailler avec la fondation de la haute horlogerie, donc du groupe Richon, qui gère anciennement le SIHH, le Salon international de la haute horlogerie. Donc là, pareil, création de plateformes digitales, création de contenu pour relayer les infos des marques. Depuis 3 semaines, notre activité est repartie. On tourne, on produit, mais un peu plus lentement, ça c'est sûr. Donc, étonnant de voir quand même cette capacité de résilience pour des hommes de l'image, mais ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, c'est aussi le sous-jacent de ce qu'on dit, c'est de créer du lien. Et ce lien physique, il nous manque quand même. Et c'est ce qui est intéressant, c'est combien de temps peut-on tenir en apnée? On est tous devenus des scaphandriers où il faudrait qu'on regarde peut-être les films de sous-marins pour voir un petit peu comment leurs équipages s'organisent. Et moi, il y a une chose, si on revient à Alexandre aussi, moi, je suis quand même stupéfait aussi parce que je ne suis pas un spécialiste d'Internet, mais je lisais quand même avant la crise du Covid que les réseaux étaient quand même pas à la limite, mais enfin pas loin. Et moi, la première chose que j'ai crainte, c'est une rupture de faisceau. C'est qu'Internet craque. Parce que là, je pense que si Internet craque, je n'irais pas dire que c'est la fin du monde, mais comme on est tous maintenant tributaires de connexions comme celle d'aujourd'hui, ça promet des lendemains qui déchantent. Donc,
Qu'est-ce que vous avez à nous dire ou que vous pouvez nous dire, Alexandre, là-dessus, sur, on dirait, vous voyez ce que je veux dire, la robustesse du backbone et chacun d'entre vous, dans vos industries respectives, la capacité de résilience et transformation. Et je reprends la question de quelqu'un que je connais bien, qui est parmi nous, qui est Georges Aour, qui est l'un des professeurs émérites de stratégie et d'innovation de l'IMD, qui est l'un des meilleurs MBA au monde qui se trouve en Suisse, qui nous dit, voilà, quelle devrait être, selon vous, la mesure phare que devraient prendre les États ou les organisations internationales pour assurer une transition ou un lendemain qui, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, nous amènera à une transition finalement plus rapide. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que nos entreprises ne sont pas morales, elles n'ont pas de sens éthique, mais cette amoralité en action peut créer des outputs qui sont moraux. Et là, c'est ce qu'on dit dans des secteurs a priori froids comme ceux de la banque ou de l'assurance qui vont accélérer et peut-être même se trouver les vecteurs de transition énergétique souhaités par, faisons simple, mais des activistes aujourd'hui. Et j'aimerais aussi ton feeling, toi Vincent, d'homme de médias. Alors allons-y, je vous laisse parler de manière plus libre maintenant. Les uns peuvent répondre aux autres, mais on passe la balle à Alexandre là-dessus. Voilà, peut-être pour parler effectivement de la robustesse des réseaux. Je vous avoue que j'étais aussi personnellement un petit peu inquiet lorsque la bombe est arrivée, parce que notre CEO a aussi assez vite dit dans la presse, nous sommes prêts, nos réseaux sont prêts en fait à prendre cette charge. Et effectivement, un mois après, je peux lui donner raison, puisqu'on n'a pas eu d'incident majeur, on a eu forcément des challenges technologiques à gérer. Ça montre aussi quand même qu'on dit souvent « software is eating the world ». Oui. Et effectivement, nos infrastructures physiques étaient prêtes. La Suisse est extrêmement fibrée, donc on a beaucoup d'accès, on va dire, physiques qui étaient peut-être sous-utilisés. On a beaucoup finalement fait d'opérations software, puisqu'on a monté les bandes passantes, on a accéléré les accès VPN en remote access de certains clients. On a même eu des clients qui sont passés de 20 connexions à distance à 400 fois 40. Tout ceci, on va dire, en quelques jours. Et effectivement, le backbone a supporté la charge. On dit aussi chez nous, voilà, on a aussi de la redondance avec la partie mobile. Le message aussi que je peux passer ici, c'est qu'il y a pas mal de politiques autour de la 5G en Suisse. Beaucoup en Suisse romande aussi, avec beaucoup de moratoires, même plus d'ailleurs qu'en Suisse allemande. C'est vrai que je pense que cette crise a quand même aussi montré que la connectivité sans fil est également fondamentale pour la suite du développement du numérique. Donc je pense que voilà, ça va aussi accélérer ou peut-être revoir certaines craintes par rapport aux télécommunications en général. Et effectivement, quand un client, on va dire, a pris goût avec un mode de travail peut-être plus moderne, je dis toujours que le home office, c'est une histoire de confiance entre l'employé et de l'employeur. C'est aussi une nouvelle forme de management. C'est aussi un challenge pour nous, en tant que leader, de savoir peut-être gérer différemment les gens, d'oser la confiance, d'oser aussi les conflits productifs. Finalement, lorsqu'on a confiance, on n'a pas besoin d'être tous à la même heure, dans un train, pour aller au travail à 8 heures. Et c'est vrai que je pense quand même que le phénomène de l'heure de pointe, il est encore là pour quelques mois, hein, parce qu'on sait qu'on va recommencer à travailler plus, on va dire, ensemble, mais je ne vois pas trop l'heure de pointe, la gestion d'un train bondé Lausanne-Genève le matin à 8 heures. Donc j'imagine qu'on va revenir pas à pas et la technologie va nous aider à gérer cette transition douce. Et je ne crois pas à une révolution complète, hein, parce que souvent, on a tendance à refaire le monde et finalement, on voit que les réflexes reviennent. On va tous aussi refaire finalement nos chiffres d'affaires, on devra repayer nos structures, on devra créer de l'emploi exactement. Mais j'imagine qu'on va changer parce qu'on va prouver avec le digital, avec, on va dire, cette coupure brutale qui nous a permis d'apprendre très très vite, qui nous a permis aussi de rendre des choses impossibles possibles. Et on devra certainement gérer le shadow IT, oui. On entend aussi, puisqu'on s'est un peu installé à la maison, on utilise peut-être des plateformes pas forcément très sécurisées comme Zoom ou Dropbox.
Donc tout ceci va aussi être challengé. On devra aussi certainement reboucher les trous de sécurité qui sont créés. On va dire aussi la FINMA va aussi être très challengée. Alors la FINMA, pour ceux qui sont en France, c'est un organisme de régulation. Je vous laisse préciser, mais voilà, dans le monde bancaire, voilà, je parle sous le contrôle de Benoît exactement. Qui va forcément revoir certainement certaines règles pratiquées sur le marché suisse. Et oui, on va changer, on va dire aussi nos enfants, puisque déjà les millénials sont élevés déjà et sont nés avec un smartphone. Ils auront vécu la crise Corona avec leurs parents à la maison et ça va certainement marquer plusieurs générations. Donc oui, le développement digital, avec aussi ses excès, ses qualités et ses défauts, va forcément prendre plus d'importance et on va dire nos métiers plus classiques vont avancer en 2 mois, ce qu'ils auraient peut-être pu faire en 4-5 ans. Je rebondis juste, je vous pose à vous, Alexandre, comme ça vous pouvez garder la parole un instant. Question d'Eli Etena, que je connais bien, qui est le partenaire de Dynergy, c'est une société de transformation de l'humain, enfin, qui fait du coaching et qui aide le human side of business sur la Suisse et qui existe depuis longtemps. Il dit que se serait-il passé si cette crise était survenue il y a 20 ou 30 ans, quand Internet était quasiment inexistant? Parce que vous étiez déjà, je ne me souviens plus exactement de votre parcours, Alexandre, mais vous étiez déjà chez Swisscom en 2000, par exemple? Non, alors pas du tout. J'étais dans les télécoms, par contre, parce que je suis à la base ingénieur en télécom. Mais à l'époque, j'avais un Nokia 2440 qui pouvait envoyer un SMS avec 20 caractères. Mon père était atteignable uniquement sur le FixNet. Effectivement, quand je vois aujourd'hui comment nos enfants passent ce cap, je n'arrive pas à imaginer comment on aurait dû le vivre, on va dire, sans un minimum d'interaction vidéo. Je pense que ça a quand même aussi permis de faire des apéros Skype et aussi des coffee breaks en équipe. Je pense que le lien avec les équipes aussi est resté plus fort. Ça nous a vraiment aidé, je pense, à ne pas se perdre de vue, comme d'ailleurs aussi ce soir. Voilà, après, on n'était pas là, donc je ne peux pas juger, mais on aurait peut-être eu d'autres idées, on aurait peut-être plus joué au Monopoly ou à des jeux, on va dire, plus classiques. Mais je pense que le sujet sous-jacent, enfin, on n'est pas là pour philosopher non plus, on est des hommes d'action et d'entreprise, mais on peut relire tout Barthes et tout le positivisme, etc. On a souvent peur du changement et peur du changement notamment autour de la technologie, mais c'est aussi parce qu'on ne la connaît pas. Et c'est vrai qu'une fois qu'on la connaît, qu'on l'intègre, on la digère et elle devient la normalité. Mais c'est vrai qu'il y a une extraordinaire plasticité dans l'être humain. Et quand on regarde ce que Jean-Yves et ses équipes font ou ont fait, ou Vincent de son côté, ou Richard qui réinvente son business model, ou Benoît, où la banque privée est en train finalement de se retrouver, là cette fois, sur les genoux de chaque utilisateur au quotidien, c'est quand même cette destruction schumpeterienne qui est là à l'œuvre. Alors tout le sujet, c'est aussi une des choses sur lesquelles j'aimerais que vous réagissiez, c'est: va-t-on avoir une plasticité suffisante avec ce capitalisme qui est, comme on le dit souvent, la moins mauvaise des mauvaises solutions pour passer ce cap, ou est-ce que, selon vous, il y a un risque systémique? Et si certains d'entre vous veulent répondre à la question donc, de Georges Aour, quelle devrait être la mesure? C'est-à-dire qu'on le sait bien, c'est comme la tectonique des plaques, c'est pendant que les choses sont en train de craquer qu'on peut introduire du changement. Donc sur ces sujets-là, allez-y, lancez-vous les uns ou les autres. Benoît, par exemple, parce que je ne résiste pas au plaisir un peu sadique d'interroger le banquier privé, et même si on voit que ta barbe pousse, donc j'espère que le confinement ne durera pas trop longtemps, parce que sinon tu retourneras à Robinson Crusoe et plus à un banquier privé suisse. Donc pour les téléspectateurs, c'est un vrai banquier privé que vous avez là, c'est pas un acteur de Koh-Lanta sous-nutri, c'est vraiment un des directeurs de la stratégie d'une des plus grandes banques privées suisses et qui en est un des vecteurs du changement. Mais tu vois, même la banque change. On accepte maintenant des excentricités. Et d'ailleurs, avant de répondre directement à ta question, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, un truc très concret qu'on a pu changer nous et que j'arrivais pas à faire changer, c'est de dire on a de plus en plus de clients, ce sont des millennials, et eux, faut arrêter de leur faire des événements marketing avec des petits fours et des coupes de champagne où on
fait parler nos associés. Bon, c'est très bien, c'est très propre, mais il faut passer à des formats vidéo. Et j'avais du mal, j'arrivais pas à obtenir le changement. Et en fait, là, avec la crise des marchés, on a dû parler à nos clients. On a dû trouver des moyens de les rassurer. Et en 5 jours, on a monté un événement virtuel et on a eu 1800 participants. Donc 5 jours pour 1800, alors que d'habitude, c'est 6 mois de préparation pour 200 personnes présentes physiquement et qui, certes, ils peuvent boire un coupe de champagne et manger des petits fours, mais ça a prouvé à la banque que c'était beaucoup plus facile à faire et je suis sûr que maintenant, on va le reproduire parce qu'on a vu que ça marchait. Et il y avait une peur quelque part de est-ce qu'on va se faire hacker, est-ce que ça va pas marcher, on va passer pour des idiots. Voilà, on a prouvé, c'est live, c'est fait. Donc ce point-là, je trouve est très positif pour l'avenir. Et sinon, pour ta question par rapport à la mesure, moi, je suis toujours un petit peu, comment dire, prudent quand je parle des politiques qui vont changer les choses. Pour moi, les politiques, ils suivent ce que leurs opinions publiques veulent bien faire. Hein, ils se font élire. Hein, donc, pour moi, c'est plutôt ce que j'attends, c'est un changement plutôt sociétal, c'est-à-dire que les populations, les gens, les personnes dans ce qu'ils vivent aujourd'hui se rendent compte qu'il faut peut-être anticiper un peu plus ce type de crise. Et quand on voit les grands enjeux qu'on a sur le climat notamment, on parle tous peut-être un jour il va y avoir des inondations partout parce qu'il y a la fonte des glaces, la pollution, on voit bien que quand on a un virus comme ça, la pollution ça n'aide pas du tout parce que ça transmet les virus, les gens qui sont dans des endroits pollués on voit bien qu'ils meurent beaucoup plus qu'ailleurs parce qu'ils sont fragilisés. Donc demain c'est la prochaine crise sanitaire, c'est peut-être la pollution. Donc est-ce qu'on ne doit pas anticiper ça? Est-ce qu'au moment où on va faire voter des crédits pour ça, est-ce qu'on ne va pas plus accepter les choses dans la population? Nous, on le voit au niveau de l'investissement, parce qu'on dit beaucoup à nos clients, prenez en compte les évolutions long terme. Et pour nous, une des évolutions long terme claires, c'est les entreprises vont de plus en plus se tourner vers des solutions qui sont durables pour la planète. Parce que de toute façon, on va vers ça, le business va vers ça, les revenus vont vers ça. Donc nous, on leur dit, allez, investissez là-dedans. Parce que c'est ça qui va être gagnant demain. C'est pas pour faire vert et pour faire joli et pour faire greenwashing. C'est parce que c'est là que demain va se faire le futur business. Et en plus, c'est vertueux parce que vous allez participer quelque part par votre argent, vous allez investir. Et donc, on avait du mal quand même à faire passer ce discours chez pas mal de générations. Ça passe mieux vers les 30 ans, 40 ans que vers les gens qui ont 70 ou 70 ans. On sent quand même maintenant que, alors c'est peut-être trop tôt, je ne veux pas être non plus vous dire que tout a changé, mais moi je m'attends quand même à ce qu'on puisse faire des parallèles avec cette crise en disant aux clients, vous voyez, c'est pas si bête, c'est pas si loin ce qu'on est en train de dire et de penser. Et c'est finalement les santé des populations, les crises sanitaires futures, on peut les anticiper en investissant au bon endroit maintenant. Et c'est vous-même avec votre argent, là où vous allez placer, qui allez pouvoir être acteur. Bien sûr. Jean-Yves, sur cette fonction régalienne des pouvoirs publics, qu'en pensez-vous de ce changement? Notre ami Hollande disait le changement c'est maintenant, mais est-ce que le changement c'est tout le monde? Est-ce que le changement c'est chacun? Est-ce que le changement c'est la tête qui insuffle et le corps social qui suit? Vous qui êtes un homme à la frontière du public et du privé, quel est votre sentiment déjà personnel là-dessus et peut-être votre souhait aussi s'il y en a un? Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. On a besoin du lien. Et c'est vrai que vous qui aimez parler du comportement humain, je trouve que cette crise-là révèle justement de nouveaux comportements. On est beaucoup plus à l'écoute des autres. Déjà, personnellement, on est à l'écoute de son voisin. On va lui faire ses courses, on va s'entraider. Moi, je sais que j'ai mes parents qui sont dans le sud de la France, et j'arrive même plus à sortir parce que j'ai mes voisins qui en permanence me disent mais je vais te chercher dans le magasin de quoi te nourrir, etc. Donc, on voit des liens qui se tissent suite à cette crise-là, mais pas qu'au niveau de ses voisins, des webinars. J'en ai fait la semaine dernière, je vais en faire un encore demain. Il y en a de plus en plus où il y a des échanges entre professionnels sur des bonnes pratiques dans une situation qui est exceptionnelle, qu'on n'a pas vécue. Et donc, il y a vraiment une volonté d'échange.
mais il y a également une écoute vis-à-vis de ses propres salariés. J'ai eu des retours d'un président d'un grand groupe qui me disait « J'ai envoyé des boîtes de chocolat à toutes mes équipes pour Pâques ». Ce qu'il n'avait jamais fait. Ils les auront en décembre. Pardon ? Ils les auront en décembre. Avec le temps de décalage de livraison, ils les auront en décembre, mais c'est bien.